Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons exploiter des mesures que nous avons prises lors d'un TP du suivi cinétique de l'hydrolyse de chlorure de tertiobutyle. Le montage utilisé est représenté sur cette diapositive. Donc on avait un mélange au éthanol, 50% 50% en volume, 100 ml dans un bécher qu'on a plongé dans un bain-marie afin d'avoir une température constante, en l'occurrence 36 degrés Celsius. Et on a plongé une sonde conductimétrique qui va nous permettre de suivre l'évolution de la réaction au cours du temps. À T égale à 0, on a introduit 1 ml de chlorure de tertiobutyle dans le bécher et on démarre aussitôt l'acquisition, on commence à prendre des mesures de conductivité. Donc ici on a choisi de prendre une mesure toutes les 30 secondes pendant une heure, ça nous fera 120 mesures. Donc la réaction entre le chlorure de tertiobutyle et le mélange est écrite également sur cette diapositive, et après un petit peu de théorie, on peut relier la valeur de la conductivité du mélange et la concentration qui reste de chlorure de tertiobutyle à chaque instant, avec la formule qui est également affichée ici sur la diapositive. Donc voici les mesures obtenues. On a arrêté les mesures un petit peu avant 45 minutes puisque la conductivité n'évoluait plus. Donc ici par défaut, comme on a utilisé le logiciel Lattice Pro et un conductimètre compatible avec l'interface SISAM, par défaut il nous affiche la conductivité et la conductance, donc deux grandeurs qui sont reliées, qui sont proportionnelles, on voit bien la même allure. Alors on va s'intéresser ici qu'aux mesures de conductivité. Donc, première chose à faire, on va modéliser ici ces points expérimentaux, ces points discrets, par une fonction mathématique. Donc même si, a priori, ça ne ressemble pas à une droite, dont on avait l'habitude, mais on peut ici trouver un modèle qui colle. Alors rien qu'avec les petites images ici, vous vous rendez compte que c'est une courbe qui ressemble à ça. En l'occurrence, quand on fera un petit peu de théorie en cours, on verra l'intérêt de la fonction exponentielle. Donc vous avez ici la fonction avec les valeurs qu'a déterminé le logiciel, le coefficient de corrélation très proche de 1, et ici également les valeurs du modèle déterminé par le logiciel. Donc on l'a vu tout à l'heure, ce qui va nous intéresser, c'est remonter à la concentration en réactif limitant en chlorure de tertiobutyle. Alors pour cela, on a une formule qui fait apparaître la conductivité de l'état final. Donc deux façons on va même voir trois façons de faire pour la déterminer. Premièrement graphiquement, voilà, je suis à peu près sur l'asymptote, je suis à 9,718 millisiemens par centimètre. Voilà, donc voilà ce que c'est la conductivité finale. Et une autre façon de faire, c'est de s'intéresser au modèle. Alors si vous avez des compétences mathématiques, vous pouvez ici faire tendre le temps vers l'infini et regarder quelle est la limite de cette fonction. Enfin, façon un petit peu plus triviale, vous avez ici un module estimer une valeur et vous dites tiens, je vais prendre une très grande valeur et je vais voir combien va me donner la fonction, et donc vous voyez que j'obtiens toujours 9,7 10 puissance moins 3 au-dessus d'une certaine valeur. Donc voilà, on va prendre ça, 9,7 10 moins 3 millisiemens par centimètre comme conductivité à l'infini. Donc on vérifie si c'était bien cohérent avec la mesure graphique. Allons-y, entrons le modèle. Donc je vais appeler ça conc de R, concentration du réactif. Donc ce sera donc concentration du réactif à T égale à 0. Donc un rapide calcul nous fait, avec un rapide calcul, on peut se rendre compte que 1 ml de chlorure de tertiobutyle, quand on connaît sa densité et sa masse molaire, équivaut à 0,00919 mol introduite de réactif limitant. Donc, ici, c'est la concentration qui nous intéresse. Donc on a cette quantité de matière qui est introduite dans 100 ml. Donc voici la concentration en mol par litre. Donc, fois 1 moins donc, conductivité, alors je vais prendre le modèle, divisé par conductivité finale, on était à 9,710 moins 3. Alors on va regarder, on va faire un calcul.
Voilà, donc il a calculé 850 points. Regardons à présent l'allure de la courbe de la concentration du réactif limitant au cours du temps. Et voilà ce qu'on obtient. Donc première remarque devant ces résultats, la concentration ici en réactif diminue beaucoup au départ en 5 minutes. Okay, on voit ici on passe de 110-3 mol par litre à 40-3 mol par litre en 5 minutes. Dans les 5 minutes suivantes, la concentration diminue beaucoup moins. Autrement dit, la concentration réactive diminue plus rapidement au début de la réaction qu'à la fin. En fait, tout ça, c'était prévisible puisqu'on a dit au début, puisqu'on a vu que la concentration réactive était un facteur cinétique. Autrement dit, plus la concentration réactive est grande, plus la vitesse d'évolution de la réaction est grande. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Au départ, on a une grande concentration réactive, donc une grande vitesse de disparition de ce réactif. Au cours du temps, la concentration réactive diminue et donc la vitesse de disparition du réactif diminue également. Le modèle le plus simple qu'on puisse proposer, c'est dire, voilà, la vitesse de disparition du réactif, elle est simplement proportionnelle à la concentration en réactif. C'est ce qu'on appelle une loi des vitesses d'ordre 1. Et maintenant, on va essayer de regarder si on pourrait... si on peut vérifier que ce réactif, ici le chlorure du tertiobutyle, dans cette transformation-là, suit une loi des vitesses d'ordre 1. Donc comment vérifier qu'une loi de disparition d'un réactif suit une loi d'ordre 1 ? On peut montrer que dans ce cas-là, le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale en réactif. On peut également montrer que, par définition d'une loi d'ordre 1, la vitesse de disparition du réactif est simplement proportionnelle à sa concentration. Et enfin, dernière méthode, on peut tracer le logarithme népérien du rapport entre la concentration du réactif et sa concentration initiale en fonction du temps et vérifier que c'est une droite. Si un de ces critères est vérifié, il y a de bonnes chances que la vitesse de disparition du réactif suit bel et bien une loi des vitesses d'ordre 1. Donc allons-y, vérifions. Première chose un peu facile à vérifier, c'est si le temps de demi-réaction dépend de la concentration réactive. Alors une petite astuce, donc ici on a la concentration du réactif limitant au cours du temps. Donc le temps de demi-réaction étant par définition le temps au bout duquel l'avancement vaut la moitié de l'avancement final. Ici, c'est équivalent à dire que le temps de demi-réaction est le temps pour lequel la concentration réactif limitant est divisée par 2. Donc on regarde, au départ on était ici à peu près à 110-3. Je divise par 2, donc je suis à peu près à 50-3. Je vais me retrouver ici, on est à peu près à 3 minutes 45. Ok. Regardons, est-ce que 3 minutes 45 après, voilà, on y était. 3 minutes 45 après, 3 minutes 50. Est-ce que je peux estimer que j'ai encore divisé par 2 la concentration ? Oui, c'est le cas, je suis à peu près à 25-10-3. Donc toutes les 3 minutes 50, je vais voir la concentration réactif limitant divisée par 2. C'est bien cohérent avec une loi des vitesses d'ordre 1. Donc par définition de une loi de disparition d'un réactif est une loi d'ordre 1 si la vitesse de disparition du réactif est proportionnelle à sa concentration. Donc ce qu'on peut faire, c'est calculer déjà la vitesse de disparition de ce réactif. Donc pour ça, il faut savoir que la vitesse de disparition du réactif, c'est moins la dérivée par rapport au temps de la concentration en réactif. Donc allons-y, je vais déjà calculer la dérivée de la concentration. Voilà, calcul. Et ensuite, je vais calculer la vitesse de disparition en prenant simplement moins la dérivée. Donc pour rappel, on fait ça puisque comme la concentration réactive diminue au cours du temps, forcément la dérivée est négative. Donc j'ai appelé ça V disp égale moins 1 fois la dérivée. Voilà. Traçons cette vitesse de disparition. Voilà, donc on voit bien une vitesse de disparition qui diminue au cours du temps. On a la même allure que la courbe de concentration puisque les deux sont proportionnels.
enfin, sont a priori proportionnels. Et pour le vérifier, on va simplement tracer vitesse de disparition en fonction de concentration de R. Et on obtient bien une fonction linéaire. Les deux sont proportionnels. La loi de disparition d'ordre 1 semble cohérente. Enfin, dernière manière de vérifier que la loi de disparition est d'ordre 1, il faut calculer le logarithme népérien de la concentration du réactif à chaque instant divisé par la concentration réactive à l'instant initial. Donc allons-y, faisons ça. Affichons la feuille de calcul. Alors, on va appeler ça Ln. Égal, donc on a dit logarithme népérien de la concentration en réactif au cours du temps divisé par la concentration initiale. On se souvient, c'était 0,0919 mol par litre. Alors voyons voir s'il a compris ce que je désire faire. Oui, il m'a calculé 850 points. Traçons voilà, cette courbe en fonction du temps. On obtient bien une droite. Elle est décroissante, ça aussi on peut montrer que c'est attendu. Le coefficient directeur c'est moins k, donc ce sera moins k égale la constante de vitesse. Et donc voilà, on a une vitesse de disparition du réactif qui est bel et bien d'ordre 1.